À tous, il est 14 heures. On va commencer la rencontre. Donc, je vais demander à Vincent Brunner et Nicolas Pégon, qui sont parmi nous, d'allumer leur caméra et leur micro. Donc voilà, donc vous me connaissez peut-être, je suis Adrien Landivier. On coordonne le prix BD avec Maureen Lozapio, qui est avec nous, mais sans caméra parce qu'elle est au bureau. Et donc, on travaille à la communication de France Culture et on coordonne le prix BD des étudiants. Donc, bienvenue dans ces rencontres. Il y a 5 rencontres, 5 par auteur. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Pégon qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour parler avec vous de Hound Dog, paru aux éditions de Noël, si je ne me trompe pas. C'est ça. Cette rencontre, elle est animée par Vincent Brunner, qui est journaliste aux Arocs, spécialiste BD, qui a fait partie du jury de présélection de ces 5 BD en lice pour cette 3e édition du prix BD des étudiants. Et avant de vous laisser la parole et de leur laisser la parole, 3 petites choses. Merci à tous de couper vos micros et vos caméras, mais c'est déjà le cas, donc bravo, vous connaissez le principe. Et pour poser une question, c'est toujours la même chose. Vous utilisez le petit bouton « Lever la main ». Et Vincent Brunner va vous voir donc à l'écran et vous distribuera la parole au fur et à mesure. Pour plus de c'est plus sympa si vous arrivez si vous pouvez allumer vos caméras, comme ça on voit aussi vos visages. C'est plus sympa pour Nicolas Pégon et tout le monde. Donc vous coupez bien vos caméras en permanence, sauf quand vous prenez la parole. Voilà, donc dernière chose, cette rencontre, elle est bien entendu enregistrée pour être mise à disposition des 300 autres jurés. Donc voilà, c'est enregistré. Donc si vous ne voulez pas du tout apparaître à l'écran, vous n'allumez pas votre caméra. Voilà, je te laisse la parole, Vincent. Bienvenue à tous et bonne rencontre. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Encore bravo pour Hound Dog. Alors, juste pour un peu revenir sur la genèse de cette bande dessinée, surtout votre parcours. À la base, vous êtes plutôt dans l'animation, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez intégré en 2011 la section animation Gobelin. Vous avez co-réalisé des clips, des films. Alors, il y a même ce court-métrage d'animation sur le bluesman Grand Sabin. Et la bande dessinée, c'est arrivé plus tard, en fait, dans votre parcours ou vous avez toujours voulu en faire? D'abord, bonjour. Effectivement, j'ai fait des études d'animation, donc c'est un peu mon activité principale. Après, c'est sûr que, étant dans le dessin, de la bande dessinée, j'en fais depuis que je suis gamin, pas forcément avec la prétention d'en faire des livres édités. Ça s'est venu effectivement un peu plus tard. Ça a dû venir juste après mon court-métrage, justement, quand j'ai été édité aux éditions réalistes avec ma première BD. Ouais, qui est là, les os Voilà. creux, la tête pleine. Donc ça, c'était votre première expérimentation du format BD, on va dire? C'était la première tentative de faire un livre complet. Avant, je faisais plus des petites histoires qui étaient prétexte à un peu appréhender le médium. Mais oui, c'est ma première tentative de faire une histoire longue, enfin, même si elle n'est pas très longue, mais un objet cohérent autour d'un personnage. Et c'est l'objet du livre aussi qui vous a stimulé, c'est sortir un livre. Oui, je pense, parce que comme je viens de l'animation, il y a quelque chose d'un peu plus immatériel, et c'est vrai que l'idée de faire un bouquin, c'est un peu alléchant, c'est sûr. Et alors, quand on regarde les remerciements de Hound Dog, vous remerciez Jean-Luc Fromental, l'éditeur de Donald Graphique, et vous dites que sans lui, vous n'auriez jamais fait ce livre. C'est lui qui vous a poussé, qui vous a stimulé, C'est dans le sens où j'avais du mal à trouver un éditeur. Donc, le fait que quelqu'un dise oui, banco, tout de suite, ça concrétise le projet, c'est sûr. Alors, peut-être que... Pardon. Non, allez-y. Non, juste comme vous avez justement fait le documentaire autour du bluesman, hein, du Colorado, Grande Sabine, Hound Dog, c'est bien sûr une chanson qui a été popularisée par Elvis Presley. Il y a quand même beaucoup de séquences dans le livre où on le voit dans des séquences oniriques, on voit un peu se déhancher. La musique, ça a aussi été un des moteurs pour faire ce livre. C'est pas, je veux dire, c'est pas une coïncidence qu'il y ait Elvis Presley qui ferme et même qui clôt avec We Meet Again, si je ne me trompe pas. À la fin, c'était aussi l'envie de parler de musique par la bande dessinée. Oui, complètement. La musique intervient tout le temps dans mon processus créatif. C'est vraiment, en général, un peu ce qui crée l'étincelle, ce qui crée l'envie. Donc, quand c'est du cinéma d'animation, c'est évidemment l'idée de créer de l'image sur de la musique.
quand c'est de la BD, c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est quand même dans mon processus d'écriture. Je sais que je me fais des bandes originales fictives, quoi. J'imagine un peu la bande son de mon livre et ça m'aide un peu à écrire les scènes, à trouver un peu les ambiances et puis et même parfois à recentrer un peu le sujet, les thématiques. Par exemple, ce livre en dog, il y a quand même l'idée d'une apocalypse qui est assez récurrent dans le livre et bah, du coup forcément dans la bande son il y avait pas mal de musique sur la thématique de la fin du monde qui venait et au milieu de ça Elvis qui a un peu du coup créé l'esthétique du livre parce que Elvis est là mais même quand il est pas là il y a quelque chose de très enfin il y a une esthétique un peu à l'ancienne un peu désuète qu'en tout cas le personnage d'Elvis m'inspire. Vous parliez un peu de cette Amérique apocalyptique, et si c'est la bande-son que vous utilisez, c'est surtout de l'Americana, de la musique américaine, purement américaine, que ce soit du blues ou du rock, c'est vraiment pour vous un peu les racines de vos goûts musicaux? Ouais, je pense que j'écoute effectivement beaucoup oui, blues, folk, country, jusqu'au rock, mais c'est vrai que même si quand j'écoute du rock contemporain, c'est toujours un peu à la sauce, c'est peut-être des années 70, des trucs comme ça. J'aime bien la trajectoire que ça prend. Après, j'écoute évidemment d'autres trucs, mais en tout cas, dans mon esthétique de dessin et dans ce que j'aime raconter, ça intervient pas mal. Ça recoupe aussi un peu mes influences littéraires qui sont beaucoup de la littérature américaine. C'est quels auteurs, par exemple? Je pense à Fante, John Fante, Bukowski un peu, Jim Harrison, des auteurs comme ça je trouve que dans cette littérature-là, il y a un amour pour les personnages, les gros losers, et puis toujours une esthétique un peu de la non-esthétique, c'est-à-dire c'est souvent on va chercher dans le moche ce qu'il y a de beau, et c'est un peu ce que j'essaie de creuser moi aussi. Alors, juste pour revenir à Hound Dog, c'est quoi le point de départ, en fait? C'est vraiment, vous avez eu une étincelle créatrice, une vision que vous avez ensuite développée en un roman graphique, ou vous aviez déjà la trame, enfin, tout était très précis dans votre tête, ou comment vous avez travaillé ce livre? Il y avait plusieurs envies différentes. Il y avait l'envie de faire ce qu'on appelle du néo-noir, c'est-à-dire du noir mais détourné, polar revisité un peu. J'avais déjà fait une tentative, je m'étais peu cassé les dents, donc c'est un truc que j'ai jeté à la poubelle. Et en parallèle, il y avait d'autres thématiques qui étaient un peu différentes. Et je pense que le truc qui m'a donné un peu le kick de départ, c'est un truc que je raconte pas mal en interview. Je me baladais avec ma copine en ville et puis on croise un petit caniche sur un passage piéton et elle voit ce petit clébard et elle dit dire que ce truc descend du loup. Et moi, c'était une période où j'avais des problèmes de santé et j'étais un peu dans ce truc je me sentais un peu nul, quoi. Et cette phrase, elle a fait un peu écho avec ce que je ressentais. Et c'est un peu ce point de départ que j'ai voulu utiliser dans la BD, quoi. Phrase qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre quand il parle du chien qui suit César partout. Et justement, ce personnage de César là, qui est un peu paumé, on va dire, qui est entre deux choses, qui cherche du boulot, qui a des problèmes de santé, c'est l'espèce d'avatar de vous à cet instant quand vous avez eu l'idée, ou Non, c'est un peu plus exagéré, je pense. Il reste effectivement cette obsession de vouloir savoir ce qui lui arrive, puisqu'en fait, moi, c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'avais des problèmes d'articulation. Et tous les médecins que j'allais voir me disaient il n'y a rien. Et donc, il y avait cette espèce de frustration que j'avais envie de remettre dans le personnage. Mais après, autour de ça, c'est plus ce que je dis, l'héritage du cinéma que je regarde, de la littérature que je lis, qui fait que je me retrouve avec un chômeur qui a une gueule pas très engageante et son voisin qui est un peu un con, en fait. et c'est
Presley était dès le départ présent. C'est quand vous avez vu le caniche et que vous avez dit caniche, loup, vous avez Euh, pensé à Hound Dog ou non, enfin oui, enfin, ça s'est débloqué petit à petit, mais en fait, je pense qu'il y avait ça, il y avait des scènes un peu, des images, quoi. En général, quand on écrit, des fois, on a des images sans vraiment savoir ce qu'elles vont dire, mais qu'on a envie de mettre, quoi. Et moi, il y avait cette danse d'Elvis que j'avais un peu envie de dessiner. Et puis, en creusant le truc, je me retrouve justement à écouter de la musique pour m'ambiancer. Et je me dis, ah, il y a Hound Dog, ça résonne un peu avec le chien que je veux mettre dans mon bouquin. Et du coup, j'ai commencé à creuser un truc là-dessus. Et puis, ça évolue petit à petit, quoi. On empile un peu les idées et puis on essaie de trouver une cohérence en fait. et par rapport à juste Elvis Presley, si on le voit manifestement selon le costume qu'il a, c'est plus l'Elvis Presley de la fin que du Oui, début. je pense parce qu'il est plus ambivalent dans le sens où Elvis, il a quand même mal fini. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment deux regards qu'on peut porter sur le personnage. Il y a des gens qui vont le trouver incroyablement cool, et puis il y a des gens qui vont le trouver un peu ringard. Et j'aime bien cette dualité dans le personnage, et du coup, je trouve qu'elle existe encore plus dans le Elvis qui approche la fin. Alors après, ça devient technique. Euh, la scène que je dessine, c'est Elvis, c'est le retour d'Elvis. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, Elvis, il a cartonné très jeune, et puis après, il a fait son service militaire. Après, on l'a poussé à faire du cinéma, et en fait, il a fait une pause de 10 ans. Et il y a le moment où il est revenu. Le grand moment où il est revenu, c'est le moment, je pense, que lui, il a le plus aimé, mais c'est un peu aussi le début de la fin, puisque c'est justement le Elvis de Las Vegas, les costumes un peu ridicules, et puis petit à petit, les médocs, tout ça, quoi. Euh, et donc, ouais, moi, comme j'étais dans ce truc de, ben, il représente quelque chose d'assez fort pour le personnage d'Alex. J'aimais bien ce côté justement déifié du personnage, et en même temps, on peut y trouver quelque chose d'un peu ridicule, quoi. Ah oui, c'est l'ambivalence. Ouais, C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paysages. C'est l'Amérique un peu destroy en fait, vraiment pré-apocalypse en fait, on va dire. Hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Vous aimez montrer des paysages un peu détruits, abîmés. C'est pas l'Amérique Ouais, triomphante que vous montrez. C'est ouais, plus. exactement. Ouais. Il y avait une ambition je me le formulais beaucoup comme ça quand je l'écrivais, et puis quand j'ai commencé le dessin, j'avais envie de faire un livre post-apocalyptique, mais sans apocalypse. Donc l'idée, c'était de retrouver dans l'ordinaire ce qui faisait un peu déjà écho à tout ça, quoi. Donc ça passe beaucoup par les décors qui sont, c'est des terrains vagues géants, quoi. C'est des terres désolées avec des immeubles, on ne sait pas trop s'ils sont en ruine ou en construction. Puis encore une fois, la ville, par exemple, où je récupère un peu le côté plus dense de la ville avec toutes les enseignes publicitaires. C'est pareil, c'est très désuet, on ne sait pas trop si la ville est vraiment encore en activité ou pas, quoi. Il y a notamment cette image qui est quand même assez stupéfiante où donc on voit une voiture, enfin la voiture, et puis en dessous on voit tout ce que un peu les sédiments sous le sol, toutes les ordures qui sont accumulées. Comment ça vient ce genre d'image par exemple? Alors celle-là, pour être précis, ça vient de photos. J'ai deux, trois bouquins de photos, justement, en Amérique des années 70, que j'allais pas mal voir en dessinant cette BD. Il y en avait une qui ressemblait pas mal à ça. Et j'aimais bien, effectivement, le côté, on regarde sous terre, un peu le passé, qui était quand même une thématique assez présente dans le livre, puisque l'idée, c'est un peu de parler de ces deux personnages qui luttent un peu avec le poids du passé, qu'est-ce qui devrait être eux au milieu de tout ça. Et ouais, du coup, ça crée des images assez cool. On n'est pas loin du squelette préhistorique sous terre, parce que c'est juste une bagnole. Alors c'est vrai qu'il y a les interrogations existentielles des deux personnages, et puis il y a aussi quand même cet incident déclencheur, ce chien qui arrive, enfin, qui surgit dans l'appartement, dans la chambre de César. Finalement, après, vous organisez le livre, s'inscrit dans le genre du polar, on pourrait dire, même s'il y a plein d'autres choses
comme vous l'expliquez, qui sont agglomérés, mais c'est aussi un genre que vous aimez parce que finalement, j'imagine que vous l'avez sans doute toutes et tous lu, mais il y a quand même savoir à qui appartient le chien, et finalement, ce chien est relié à son maître, victime de meurtre. Donc, comment ce genre du polar vous a paru le plus à même pour raconter cette vision de l'Amérique? Je pense que ouais, je pense que déjà oui, il y a peut-être un intérêt particulièrement dans le cinéma. En fait, je pense, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tant le polar que ce genre du néo-noir qui est de revisiter le genre du film noir avec des codes qui décalent un peu tout. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis après, je savais que j'avais ce que je voulais dire, mais j'avais envie de mettre un fil rouge qui peut-être choperait un peu plus le lecteur au départ pour ensuite me permettre. Moi, là où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est plus dans les conversations entre César et Alex, qui relèvent vachement plus de l'absurde et qui peut-être n'auraient pas fait vraiment un objet de narration concret. J'avais besoin de mettre le reste autour pour qu'on ait envie de tourner les pages, quoi. Donc il y avait de ça. Après, le truc, c'est de trouver la bonne balance et de faire que le lecteur prend du plaisir, que ce soit dans l'intrigue et dans les respirations. Bon. Alors, on discute là depuis un quart d'heure, on a l'impression quand même que vos influences, elles viennent plus de la musique ou du cinéma que de la bande dessinée finalement. Vous êtes un auteur de bande Ouais, dessinée qui lit de la bande dessinée ou qui a lu de la bande dessinée ou... ouais, j'en lis. Je pense que les influences bande dessinée, elles sont majoritairement plus dans le dessin, forcément, parce que du coup, c'est tout ce dont on n'a pas parlé encore vraiment. On parle beaucoup de l'histoire, de la narration. Effectivement, dans le dessin, il y a peut-être plus d'influence. Après, je pense quand même que un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Charles Burns. Je me dis que c'est peut-être visible dans le dessin, mais peut-être aussi dans l'ambiance et dans le. Je sais que Charles Burns aussi, Black Rose, sa BD, il y a déjà un rapport aussi à la musique qui crée l'esthétique un peu du livre. Puisque, enfin, de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais ça parle en fait un peu de scènes alternatives, voire punk, je sais plus. Et ça, Donc, c'est dans le toxique aussi, ouais. ouais. Et du coup, ouais, je pense que il y a quand même des influences BD, ouais. Mais c'est vrai que j'en parle moins. C'est pas celles qui, disons que je pense qu'elles sont plus à mes dépens, quoi. C'est moins conscient. Alors, quand on parle de cinéma, là, c'est vrai quand on lit Hound Dog, on a l'impression quand même que il y a une petite, un petit voisinage avec les personnages que peuvent montrer les frères Cohen, toujours un Ouais. peu entre deux, un peu, on va dire, pas totalement loser, mais un petit peu anti-héros, ou en tout cas dont le Oui, destin va complètement. basculer sur une bricole. C'est une influence, par exemple, Les les frères frères Cohen? Cohen, oui, ce qui n'est pas une influence très originale, je pense, pour des gars de ma génération, mais oui, ça l'est clairement. Alors, je pense que beaucoup de gens y voient du Big Lebowski, qui pour le coup c'est pas là-dedans que j'allais chercher en me disant j'ai envie de faire un truc comme ça. Mais enfin, je pense même si on prend leur filmographie générale, il y a ce truc des personnages hauts en couleur, toujours un peu, toujours un peu dératé, et d'aller chercher un peu d'absurde dans chaque scène. Parce que oui, évidemment, en regardant leurs films, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors, juste, je me permets de rappeler que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, hein, parce que après, moi, je peux continuer à poser des questions à Nicolas avec grand plaisir, mais n'hésitez pas. Juste quand on est réalisateur et qu'on devient finalement auteur de bande dessinée, quand vous utilisez aussi ce que vous avez appris avec l'animation pour, j'imagine, faire le storyboard. Comment vous l'avez construit finalement avec Ouais, bien votre... sûr, ouais. Il y a, alors c'est marrant parce que c'est proche et en même temps il y a pas mal de choses à désapprendre quand on passe de l'animation à la bande dessinée. Pas la même mise en scène et puis surtout il y a l'idée du temps
on maîtrise en animation et qu'en BD on maîtrise pas du tout, c'est le lecteur qui crée son propre rythme. C'est quelque chose de presque paralysant quand on passe de l'un à l'autre. Maintenant, il y a tout un truc qui est inconscient. Il y a quand même pas mal de gens qui ont lu ma BD et qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose de très cinématographique que moi j'ai pas vraiment choisi, quoi. Donc je pense qu'on s'y retrouve et effectivement moi par exemple je sais qu'on va beaucoup parler du fait qu'il y a beaucoup de silence qui pour moi était pas une aberration en bande dessinée et il y a des gens qui voient là-dedans quelque chose beaucoup plus de l'ordre du cinéma, quelque chose de plus contemplatif. Après je sais pas. Ouais, comme les questions arrivent, alors je vais déjà poser, vous poser la question, faire le porte-parole de Vanda, dont le micro ne marche pas manifestement, qui vous dit merci et bravo pour cette bande dessinée que j'ai personnellement beaucoup aimée. Pourquoi avoir fait le choix de raconter cette histoire sous forme de BD et non d'un film d'animation? Et que permet le format de la BD par rapport à l'animation pour un réalisateur comme vous? J'ai écrit le scénario avec l'idée en tête de faire peut-être un film. Ce qu'apporte la bande dessinée, c'est la liberté, vraiment. En fait, financer un film d'animation, c'est hyper compliqué, d'autant plus quand on s'attaque à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la fiction adulte. Et donc, faire de l'animation, ça veut dire générer suffisamment d'argent pour rassembler des équipes. Donc, à partir du moment où je me confronte à ça et que je me rends compte que ça va être compliqué, assez vite, je me dis non, mais je peux plus facilement faire un livre. Et puis, avoir moins de personnes à convaincre, peut-être aussi essayer de proposer le truc le plus radical possible, c'est-à-dire creuser. Parce que moi, en fait, quand je travaille en animation, je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle le CRCR. À l'exception de mon court-métrage One After the Other, en général, je travaille avec eux. Donc j'ai vraiment appris à travailler en groupe et l'idée aussi de faire de la bande dessinée, c'est d'aller chercher une écriture plus personnelle et voilà, pouvoir profiter des deux, quoi. Je fais de l'animation, j'ai beaucoup travaillé avec des gens et en même temps, l'exutoire, c'est un peu la BD. Maintenant, je vais laisser la parole à Laure Bourguin qui a une question pour vous. Bonjour Laure, hop, j'enlève la caméra. Bonjour. Bonjour, vous pouvez m'entendre? Oui. Oui. Alors moi, ma question, c'est qu'on voit dans votre biographie à la fin de la bande dessinée qu'avant d'aller au Gobelin, vous êtes allé ici en tant que graphiste, en tant qu'étudiant en graphisme. La BD s'ouvre sur une réunion d'équipe qui justement discute d'un packaging de bouteilles de whisky. Et justement, ma question, ça pouvait être qu'est-ce que votre formation de graphiste avant a pu vous apporter au moment d'écrire une bande dessinée? Alors, bon, il y a deux choses. En cinéma d'animation, je fais quand même pas mal de publicité, ce qui fait que j'ai côtoyé un peu le monde de la pub et je pense que cette scène-là, elle vient de là, quoi. C'est-à-dire, j'avais un peu envie de me moquer de cette ambiance qu'on peut retrouver dans les réunions de création où on peut croiser des personnages un peu rebutants comme le mec qui dit que voilà le whisky dont il parle c'est l'occasion de cracher sur le bateau. Et après je pense que pour répondre plus précisément à la question du bagage de graphiste, ce qui me reste à mon avis c'est peut-être l'utilisation de la typographie dans les onomatopées. Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu traiter de manière, comment dire, de laisser ça à la légère. Je pense que l'onomatopée dans la bande dessinée, justement, quand on vient de l'animation et que c'est quelque chose qui n'existe pas, il faut pas oublier que c'est quelque chose qui crée aussi l'identité du livre. Et donc là-dedans, je savais que la lettre, il fallait que je lui donne quelque chose. Pour le coup, c'est aussi un truc qui vient de références BD. Je pense au Roi des Mouches. Les onomatopées ressemblent pas mal. Et puis il y a pas mal aussi de Robert Crumb, qui est justement un vrai travail de la lettre, qui est déjà étudiant en graphisme, j'aimais beaucoup regarder. Voilà. Merci. Juste maintenant, c'est Laetitia de Dieu qui va vous poser une question.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. Super. J'avais une question par rapport au thème de l'apocalypse qui est assez présent dans votre BD. J'ai l'impression qu'il y a un autre thème qui est assez présent, c'est le thème un peu de l'évolution, ou plutôt de la régression ou la décrépitude de l'homme depuis ses ancêtres. Enfin, tout ce rapport à l'histoire qui est assez ouais. ambivalent et de l'homme qui est devenu totalement inadapté dans son environnement. Et je me demandais si on parlait plutôt de l'homme avec un grand H ou vraiment du masculin, parce que j'ai l'impression que le prologue de la BD sur la pub mettait beaucoup en avant cette question de la masculinité de l'homme qui a survécu, qui est totalement semblable à ses ancêtres, comme le Néandertal, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a une réflexion un peu sur la masculinité? D'autant plus que c'est beaucoup de personnages masculins dans la BD, et le peu de femmes qui apparaissent, j'ai l'impression que c'est des femmes assez masculines en fait. Et du coup, je me demandais si c'était un hasard ou... Voilà. Non, je suis très content que tu en parles. Alors, je m'en suis pas rendu compte au début, mais à mi-écriture, je me suis dit que c'était assez central, effectivement, dans le sens où, effectivement, en fait, les deux personnages, quand je parle de cet héritage, c'est beaucoup des images de, de, de l'homme conquérant, quoi, où justement, même on parle à un moment du chasseur-cueilleur, c'est encore cette idée de l'homme qui va nourrir la famille. Enfin, il y a tout un truc là-dessus, et je pense que Alex, pour le coup, incarne vraiment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. César, c'est peut-être moins évident. Je pense qu'il le subit, mais qu'il n'en est pas conscient. Alex, il a vraiment, je pense sans s'en rendre compte, l'idée, c'est qu'il ait ce désir de perpétuer ça, quoi. Il a une fascination pour les armes à feu. Il est fan d'Elvis, c'est pareil, c'est aussi une espèce de figure de la virilité. Et puis il est habillé comme James Dean, donc c'est que des figures d'hommes charismatiques. Donc ouais, je pense qu'il y avait un peu ce truc de creuser qu'est-ce que c'est que ces personnages qui sont justement des losers et qui vivent avec le poids de tout ça et qu'est-ce qu'ils en font. Et je pense que justement Alex, il en fait pas grand-chose de très positif. Mais oui. Alors ensuite pour répondre au truc de il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, c'est effectivement parce qu'au bout d'un moment je me suis dit le sujet, alors peut-être parce que je suis un auteur, je suis un homme quoi, je me suis dit ok si j'en parle c'est peut-être un peu plus de mon point de vue mais en essayant de déconstruire tout ça. Donc je sais que c'est présent, je sais que je ne sais pas si on peut estimer qu'à la fin du livre, il y a vraiment une réponse concrète qui est donnée à tout ça, mais j'ai quand même l'impression que de dessiner un constat pas très positif de justement, tu parlais de décrépitude. Moi, ce que j'essaie de raconter, c'est le fait que le monde dans lequel il vit, c'est pas un monde très positif. Mais et je pense même que du coup, il y a pas mal de personnages qui le regardent, enfin qui envisagent leur présence dans ce monde avec un truc de peut-être c'était mieux avant. Et en fait, moi, ce que j'essaie de raconter, c'est plus, on est on est à la fin d'une trajectoire logique, quoi. C'est-à-dire si le monde a évolué avec, en mettant en avant ce genre de personnages, on n'est pas surpris qu'on en arrive à ça, quoi. Je sais pas si ma réponse est très claire. Si, merci beaucoup. Juste, je me permets de rebondir suite à la question de Laetitia. En fait, il y a des aspects de votre propre bande dessinée que vous avez découvert grâce au regard des lectrices et des lecteurs, justement, qui n'étaient pas forcément consciemment mis, mais qui sont là. Je sais pas. En vrai, j'ai pas encore eu l'occasion de me confronter à énormément de lecteurs et lectrices. Mais ça, je savais que pour moi, c'était un truc qui était présent et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ah, je pense que personne le verra. Donc je suis assez content que quelqu'un le relève. Euh, mais oui, en fait, c'est toujours ça, quoi. Quand on écrit, il y a l'histoire principale, justement, la surface, le polar, et puis il y a tout ce qu'on met en sous-couche, les choses qu'on a envie de dire sans dire, quoi. Donc ça passe par plein de choses. Enfin, je pense que il y a peut-être des lecteurs qui l'auront remarqué, mais c'est pas anodin qui s'appelle César et Alex. En vrai, je crois qu'à peu près tous les personnages du livre ont des noms
de conquérant, justement, ce qui est un peu une ironie de les personnages qu'on retrouve et la manière dont ils appréhendent le monde. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais une bande dessinée comme Hound Dog, j'imagine que vous avez conçu en parallèle de vos activités de réalisateur. Ça vous a pris combien de temps, en fait? C'est un projet que vous avez depuis combien de temps? Je l'ai écrit il y a 3 ans, je crois. Effectivement, du coup, c'est quelque chose que je travaille. Cinéma d'animation, on va dire, c'est ce qui me fait gagner ma croûte. Donc, ça, c'est ce que je fais à côté. Après, il y a un moment dans ces 3 ans où justement mes problèmes de santé m'ont vraiment empêché de dessiner. Donc, j'ai dû faire une grosse pause. Je pense qu'en vrai, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été le faire sur 2 ans. Ah oui. C'est déjà très long. Hein. C'est dur de lire quelque chose qu'on a écrit à 3 ans. Et si, bon, on va dire que vous êtes un peu un nouveau venu sur la scène BD française, mais on peut quand même dire que vous faites partie de la scène des éditions réalistes, que vous êtes proche d'Hugo Bienvenu. Enfin voilà, si vous pensez qu'il y a cette nouvelle génération dont vous faites partie, qui vient justement de l'animation, qui a un autre regard, qui a pas, vous n'avez pas forcément voulu dessiner, vous n'avez pas redessiné je sais pas, les tuniques bleues ou Spider-Man quand vous étiez gamin, vous avez grandi avec un autre background. Vous vous sentez proche justement d'Hugo ou d'autres auteurs de réalistes? Il y a un peu un esprit de famille, quelque chose comme ça qui s'est créé? Euh, Peut-être Il y un a peu deux fort. choses. Je pense qu'il y a le fait qu'on se connaît tous. Hugo aussi a fait les Gobelins. Il était une promotion au-dessus de moi. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc lui, je sais en tout cas que c'est son désir quand il fait des éditions réalistes, c'est ça, c'est de faire un truc de famille avec les gens dont il apprécie le travail et, lui de profiter aussi de sa notoriété à lui pour révéler des gens autour qui n'étaient pas connus, ce qui est un peu mon cas, donc pour ça je suis forcément très reconnaissant. Après, pour ce qui est plus de est-ce que à nous tous on est une nouvelle famille esthétique, thématique, ça je saurais pas dire. Hein. Je pense peut-être parce que on est de la même génération et que peut-être on a des influences communes. Mais en tout cas, on n'avance pas en se disant on va marquer l'histoire de la bande dessinée en étant cette nouvelle vague. Chacun fait sa sauce et puis peut-être que des fois ça se ressemble. Parfois, je pense pas du tout. Mais voilà, oui, effectivement. Et puis avec ce nom réaliste, on nous catalogue beaucoup dans cette école des auteurs qui reviennent faire du réalisme alors que c'est parti. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y en a toujours eu. Ouais. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de Charles Burns, aussi un peu de Crumb. C'est vos références en fait en matière de bande dessinée. Alors Quels oui, sont... alors c'est marrant, vous disiez qu'on faisait peut-être pas partie de ceux qui ont dessiné du Spider-Man en tant que petit. Moi, c'est complètement mon Si? cas. Eh ben voilà. Moi, d'abord, j'étais abonné au magazine de Spirou quand j'étais petit. Ah oui, quand même. Ensuite, quand je me suis vraiment mis dedans, c'était par le comics. Et puis assez vite, je suis tombé dans le manga. Toute mon adolescence, je lisais quasiment que du manga. Donc j'ai tout ça derrière moi, mais je ne sais pas si c'est ce qui définit un peu ce que je fais maintenant. Après, forcément, une fois que je suis rentré justement en études d'art, je suis allé voir d'autres choses. Et effectivement, il y a le moment où j'ai commencé à manger pas mal de bandes dessinées indépendantes américaines que je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui me parle, où je me dis, j'ai un peu envie de faire pareil que ça. Eh oui. Justement, alors après avoir passé plusieurs années sur un Hound Dog, là, vous avez déjà l'idée, l'envie de recommencer ou au contraire, vous voulez Ah oui, partir? Oui. je suis sur la prochaine. Ah oui. Je suis au dessin sur la prochaine et je suis à l'écriture pour encore faire de l'après. Ah Oui, oui. parce qu'une fois qu'on a commencé, on n'a pas envie de s'arrêter. Ah oui, donc là, vous vous voyez plus auteur de BD à plein temps? Non, parce que c'est vraiment très compliqué d'être auteur de BD à plein temps. Donc non. Et puis c'est compliqué financièrement, mais c'est aussi compliqué pour l'esprit, puisque travailler tout seul,
moi, je peux pas faire ça toute l'année, quoi. J'ai besoin de voir des gens. J'aime bien travailler dans des endroits où des gens autour. Donc, il y a un vrai plaisir de passer de l'un à l'autre, quoi. Quand on est frustré par l'un, il y a la soupape d'aller faire l'autre. Donc, mais par contre, je sais que, alors, forcément, j'ai toujours une envie de faire du cinéma d'animation un peu plus ambitieux, quoi. C'est-à-dire, comme je disais, j'ai fait pas mal de clips, de publicités, un court-métrage de fin d'études et un court-métrage. L'idée, ce serait peut-être de faire de la série ou du long-métrage. Mais en attendant, je sais que si je veux travailler mon écriture et tout ça, je peux le faire dans la bande dessinée. Je vais laisser la parole à Laure Bourguin qui a une question pour vous. Alors, j'ai encore une nouvelle question, c'est est-ce que le dessin de la bande dessinée est physique, du coup, dessin traditionnel ou numérique? Et pourquoi le choix? Ouais. Alors, c'est du numérique. Et le choix est vraiment très pragmatiquement un gain de temps. En fait, ma première BD, je l'ai commencé en traditionnel. Et à mi-chemin, j'ai fait le passage au numérique, ce qui m'effrayait énormément. Je me disais, les gens vont voir la différence dans le trait, tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que personne ne voyait vraiment de différence. Donc je me suis dit, bon, ok, j'ai un style de dessin qui est adapté au numérique sans que ce soit problématique par rapport à la BD. Et puis bon, bah, si les gens se posent la question, je me dis que c'est à peu près réussi, quoi. C'est-à-dire, on peut se dire que c'est du tradi et voilà. Après, pour ce qui est, donc là je parle plutôt de la ligne. Après, même quand je faisais du traditionnel, j'ai toujours aimé la colorisation très brute avec des aplats. Et du coup, ça va dans les deux sens. J'aime pas le dégradé numérique. Et de l'autre côté, je suis pas forcément à l'aise avec l'idée de travailler avec des aquarelles, des gouaches, des rendus, comme ça. C'est pas du tout ce que j'aime beaucoup faire, même si je peux l'apprécier chez les autres. Donc, ouais, voilà. Numérique, mais principalement parce que ça me permet d'aller plus vite. Merci. Juste, Nicolas, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous êtes en train de dessiner une deuxième bande dessinée, en même temps d'écrire la troisième. Ouais. Comment vous gérez les deux activités en même temps? Au contraire, pour vous, c'est une manière ou c'est l'inspiration qui vous a saisi et vous étiez obligé d'écrire l'histoire de la troisième bande dessinée en même temps que vous dessinez la deuxième? En fait, je suis en train de réécrire un truc que j'avais déjà écrit pendant mon temps de pause où je pouvais pas dessiner. Donc ça remonte un peu, qui était encore une fois pas un projet de BD au départ. Donc là, l'idée c'est de la réécrire pour l'adapter en bande dessinée. Et quand j'étais en train de finir Hand-Dog, je me disais que si je sautais tout de suite sur ce projet, j'allais refaire quelque chose qui était à peu près similaire, c'est-à-dire que c'est aussi une enquête, c'est aussi sur la thématique de la musique. Et je pense que en termes de mise en scène, c'est assez proche. Ce qui me dérange pas forcément, mais en tout cas, je me disais qu'il fallait que après donc ma première BD Les Os Creux et Hand-Dog, je me disais qu'il était temps que j'expérimente des choses pour aller un peu ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce projet Entre, qui est un projet assez modeste. Hein, c'est un petit livre qui sera de nouveau chez Réaliste, et qui est pour le coup beaucoup plus de l'ordre de l'expérimentation qu'un livre comme Hand-Dog. D'accord. Et est-ce que dans le futur, vous pensez que l'Amérique va encore vous inspirer des bandes dessinées? Bah, du coup, la dernière là, que je suis en train d'écrire, c'est de nouveau aux États-Unis, mais en fait, c'est à chaque fois le biais, c'est pas tant de faire un truc américain, c'est plus de faire un truc sur la musique américaine. Je suis un peu coincé là-dedans, donc je pense que ce sera le dernier, j'espère. Mais j'avais besoin de boucler ce truc-là avec un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, qui est abordé déjà dans mon court-métrage, qui sont les murder ballades. C'est un truc qui me fascine vraiment. Les murder ballades, pour ceux qui
pas ce que c'est. C'est un sous-genre de la musique populaire américaine, donc ça existe en blues, en folk, un peu en country. Et en fait, c'est les chansons inspirées de faits divers. Donc, une femme qui a tué son mari, un mec qui rentre dans un bar et qui bute quelqu'un parce qu'on lui a pris son chapeau. Des histoires un peu comme ça qui ont été récupérées dans la culture populaire et qui sont devenues des chansons qui ont traversé le temps. Et justement, je trouve qu'il y a un truc, enfin, il y a une humanité là-dedans qui me plaît beaucoup et j'avais envie d'écrire là-dessus. Donc, c'est comme ça que je me retrouve de nouveau à parler d'Amérique. Ouais, le genre des Murder Ballads, Nick Cave avait rendu hommage Ouais, avec tout un album en 96. bah, c'est comme ça que j'ai découvert le genre aussi, effectivement. Ouais. Et puis il y a Johnny Cash. Enfin voilà, c'est comme vous dites, une tradition. Ouais, Voilà. ouais, c'est une vraie tradition qui existe depuis le début du siècle, quoi. Donc, Et c'est vrai que c'est presque paradoxal finalement de faire en bande dessinée des histoires en fait où la musique est très très importante. oui, bah, comme je disais, hein, si je pouvais le faire en film, je le ferais avec plaisir. En vrai, même, je pense que ça crée une frustration parce qu'on a envie que les gens entendent quand ils lisent, ce qui sera jamais le cas. Mais du coup, je me dis aussi que cette frustration, elle peut créer des choses intéressantes. Comment on essaie de retranscrire la musique par l'image, comment on essaie de retranscrire cette émotion-là. Je pense que ça passe par tout ce qu'il y a autour. Et du coup, c'est un peu le challenge. Mais je pense pas que... Enfin, je me dis que ça peut être pour le mieux aussi, quoi. C'est vrai que quand on regarde Hound Dog, il y a les séquences où on voit Elvis Presley danser là. Donc là, au niveau du découpage, vous avez, j'imagine, porté beaucoup d'attention au rythme pour que ça soit vraiment presque le plus dansant, rythmé possible, c'est ça, pour que nos Ouais. yeux suivent vraiment anime le corps d'Elvis. Ben, j'aime bien... je pense du coup ça se voit dans mon dessin. J'aime beaucoup l'incursion du réel dans la fiction. Donc j'aime bien quand il y a des détails qui sont de l'ordre du très... Enfin, qui sont très réalistes, quoi. Et donc, quand je m'attaque à la double page d'Elvis qui danse, en fait, c'est vraiment une étude, dans le sens où j'ai pris un enregistrement filmé d'Elvis et puis j'ai regardé à peu près toutes les poses pour retranscrire le plus fidèlement possible. C'est un peu de la geekerie, quoi. C'est-à-dire, j'ai presque envie que les professionnels d'Elvis puissent reconnaître le morceau que j'ai décidé, quoi. C'est, pour un auteur de votre âge, être fan d'Elvis, c'est pas forcément très commun non plus. Je suis pas particulièrement fan d'Elvis. En fait, je pense que Elvis, il intervient dans le livre un peu comme les références bibliques, c'est-à-dire l'idée, c'est d'utiliser des codes que tout le monde peut choper. Je me suis posé la question à un moment de mettre quelqu'un d'autre qu'Elvis, un musicien blues, mais je me disais, les gens vont moins raccrocher au personnage parce que Elvis, oui, c'est comme dans le bouquin, quoi. C'est un dieu, donc ça implique plein de choses autour, ça implique tout un imaginaire que j'ai pas besoin d'invoquer. La simple présence d'Elvis le fait elle-même, quoi. Et juste pour parler de One After the Other, votre documentaire sur ce bluesman du Colorado, qui s'appelle Grande Sabine, c'est quelqu'un que vous connaissiez ou que vous avez rencontré à l'occasion du documentaire? Je l'ai rencontré à l'occasion du documentaire. En fait, justement, je pense que c'est un peu avec ce film que le déclic de la création couplée à la musique est arrivé. J'étais je savais pas trop quoi faire en animation. J'étais plus forcément très inspiré. Et de regarder des musiciens jouer, en fait, j'avais un peu un truc je fais de la musique, je suis nul en musique, et d'avoir quand même envie d'en être, quoi. Et du coup, je me disais, est-ce que je peux pas parler de ça, mais avec mes moyens, moi. Du coup, l'idée, c'était de faire un film sur le blues. Du coup, j'ai contacté plusieurs musiciens, et c'est Rand Sabine qui m'a répondu avec enthousiasme. Et quand on a commencé à échanger, je me suis rendu compte en plus que le personnage
ressemblait beaucoup à des personnages que j'avais déjà écrits, dans le sens où justement il a un peu cette absurdité, il est un peu fou, je sais pas comment le décrire, mais justement, un peu comme Alex, c'est quelqu'un qui a plein de théories sur le monde et on peut un peu se poser la question si elles sont génialissimes ou complètement bêtes, complètement stupides. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire avec lui. Et du coup, je suis parti aux États-Unis pour. En fait, c'est un film documentaire dans le son, c'est-à-dire que je l'ai enregistré dans sa vie de tous les jours, un peu me parler de son rapport à la musique et à plein d'autres choses, au monde, à la mort, des thématiques qui reviennent aussi dans Hound Dog. Et après, l'idée, c'était d'animer par-dessus ça et de justement transformer le réalisme en quelque chose de plus fictionnel. Voilà, à moins que quelqu'un ait une dernière question, pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Donc, on va peut-être déjà vous remercier, Nicolas, pour cette participation. Et puis aussi, bien sûr, Il y a une super dernière Adrien, bien sûr. Ah, Pardon, voilà. oui, il y a une dernière question par écrit de Randa, je crois. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Voilà, je te laisse la poser. Eh oui, 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 oui. En 2011, ah oui, attendez, il faut juste que je la. Elle est ouais. En 2011, donc vous avez réalisé un court-métrage intitulé Les chiens isolés. 11 ans plus tard, on retrouve de nouveau la figure du chien, c'est vrai, à travers votre bande dessinée. Est-ce un hasard ou bien le chien est-il une figure importante pour vous? Désolé, Vanda, je n'avais pas vu. Je pense que ouais, j'ai une obsession avec les chiens. Et pour le coup, je sais pas. Enfin, c'est pareil, c'est pas conscient. Je me suis retrouvé là dernièrement à écrire avec un scénariste et je revenais avec une idée de chien. Il m'a dit mais c'est quoi ton problème avec ça? Donc j'ai eu un chien quand j'étais petit, donc peut-être que ça m'a marqué à tout jamais. Je sais que je pense que dans les chiens isolés et dans Hound Dog, l'utilisation du chien, il y a quelque chose d'un peu récurrent, c'est-à-dire l'idée que ce soit un peu un miroir. Enfin, en tout cas, on projette dans les yeux de cette bête quelque chose de personnel. Et donc, ouais, effectivement, je me retrouve à. C'est marrant, maintenant que j'y pense, c'est pareil, on a un chien un peu mystique qui sort de nulle part dans les deux. Donc, ouais, après, il y a ce truc, hein, quand on écrit des livres, il y a des images récurrentes qui reviennent sans qu'on sache trop pourquoi. Mais ouais, le chien est définitivement une de mes obsessions. Je sais pas pourquoi. Un motif Ouais. esthétique. Oui, c'est le. Peut-être, Adrien, tu veux reprendre la parole? Eh ben oui, simplement reprendre la parole pour vous remercier, Nicolas et Vincent. Merci aux étudiants aussi d'avoir été présents et d'avoir posé leurs questions. Et bonne chance à Hound Dog pour ce prix BD des étudiants. On a une autre rencontre avec du coup une autre sélectionnée dans le prix. C'est tout à l'heure, c'est à 17h45 et ça sera avec Mathilde Payen. Merci Vincent, merci encore une fois Nicolas Pégon et